Ce que je vais faire, c'est vous présenter là où on en est de cette mission OSIRIS-REx. Pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est une mission de retour d'échantillon d'un astéroïde dit primitif. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant, et ça commence comme ça. 3, 2, 1. And liftoff of OSIRIS-REx. Its 7-year mission to boldly go to the asteroid Bennu and back. Firing look good. Starting pump speeds and check pressures over the fan. Speed chamber pressures have plateaued. We've got a ramp off. During the voice of Marty Malinowski, the Atlas has begun a pitch and yaw maneuver to steer to its planned path, 28.5 degrees inclination from the equator. As our speed chamber pressure is almost plateaued at this point. Starting 180, check pressures look good. 45 seconds of flight. Ça a duré 7 ans, la mission. On va s'arrêter peut-être là. Et en fait, voilà, donc ce que je voudrais faire avec vous ce matin, c'est présenter un petit peu les différents points de cette mission. Donc, dans une première partie, je vais me focaliser sur la croisière pour aller jusqu'à Bennu, donc d'OSIRIS-REx. Et puis, dans une deuxième partie, donc, on parlera des échantillons, puisqu'effectivement, nous avons la chance à l'Observatoire d'être en charge de l'analyse des échantillons pour la partie européenne. C'est bien sûr une collaboration avec la NASA côté américain. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Pourquoi on étudie les astéroïdes et pourquoi c'est important d'étudier les astéroïdes? C'est bien sûr des réponses qui sont simples, je peux rentrer dans le détail. Là, c'est simplement donner un premier aperçu. La première question, la première réponse, elle est bien sûr scientifique. Pourquoi? Je vais le montrer dans quelques instants. C'est vraiment les premiers traceurs que l'on a qui nous permettent de rendre compte de l'histoire la plus primordiale de notre système solaire. Donc ça, c'est le point numéro 1. Et on a vu beaucoup de missions partir vers ces astéroïdes. La dernière en date, c'est Hayabusa 2, donc de la JAXA, qui a effectivement récupéré aussi des échantillons. Le deuxième point qui est important à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la défense planétaire. Effectivement, donc il peut y avoir des risques. Les dinosaures, eux, n'ont pas eu cette chance. Il peut y avoir des risques d'impact majeurs qui peuvent aboutir à des destructions importantes de population. Et donc, on doit s'en occuper. Et c'est par exemple l'objectif des missions DART-Terra, donc, qui s'intéresse à deux petits corps qui s'appellent Didymos et Dimorphos, donc aussi à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et puis, le troisième point, c'est les ressources, bien sûr. Ces ressources sont importantes puisque si on veut aller plus loin, eh bien, il va falloir explorer des corps célestes. Et l'exemple le plus proche de nous, c'est effectivement le programme Artemis avec la Lune. Et l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut utiliser quelques ressources lunaires pour aller au-delà et peut-être vers Mars. En fait, toutes ces raisons, elles montrent qu'en fait, on a besoin d'avoir une connaissance assez poussée sur ces astéroïdes. Alors, les astéroïdes, c'est pas si simple que ça, parce que notre système, le voilà à l'heure actuelle, donc avec son Soleil et puis les différentes planètes. Les astéroïdes à l'heure actuelle sont ici entre Mars et Jupiter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de remonter à l'histoire la plus primordiale de notre système solaire, au moment où ce Soleil était entouré simplement d'un disque de gaz et de poussière. Et donc, pour faire ça,
eh bien, on ne peut pas utiliser directement les objets, les planètes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fondu, elles ont été différenciées, bref, elles ont changé de chimie et de minéralogie. Et donc ça masque considérablement le message pour remonter à ces temps les plus primordiaux. Les temps les plus primordiaux, c'est 4,6 milliards d'années, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc en fait, ce qui va être fait, c'est se focaliser sur les petits corps du système solaire qui, eux, n'ont pas évolué et qui ont gardé leurs caractéristiques primitives, en gros la composition de notre Soleil. Où aller les chercher ? Alors pour aller les chercher, on pourrait dire, c'est très simple, on n'a qu'à aller dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le problème, c'est que c'est onéreux, c'est compliqué scientifiquement, etc. Pour Osiris-Rex, l'objectif a été d'utiliser finalement une propriété, c'est que certains de ces astéroïdes quittent leur orbite entre Mars et Jupiter pour devenir ce qu'on appelle des croiseurs de planètes, et notamment des géocroiseurs qui vont croiser l'orbite terrestre. Ce faisant, c'est beaucoup plus proximal et beaucoup plus facile d'accéder à ces objets. Donc voilà l'idée. C'est qu'effectivement, Bennu, l'objectif de cette mission Osiris-Rex est ce qu'on appelle un géocroiseur et qui a des caractéristiques, alors je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais qui a des caractéristiques spectrales par comparaison à notre corpus de météorites, à des caractéristiques spectrales qui correspondent, encore une fois, à des objets, des météorites très primitifs, donc à des corps très primitifs. Et une des caractéristiques, c'est effectivement la richesse en carbone, puisque, en fait, ce qu'on veut essayer de comprendre aussi, c'est comment la vie est arrivée sur Terre. Donc, en fait, tout ça, mis bout à bout, fait que la cible d'Osiris-Rex a très vite été individualisée comme cet astéroïde Bennu, qui a des caractéristiques primitives, qui est riche en carbone, mais qui est, bien sûr, très lointain. Donc, l'objectif de la mission, ça a été effectivement de se focaliser sur l'échantillonnage de cet astéroïde dit primitif, donc d'y aller, de récupérer des échantillons et de les ramener. Et puis, bien sûr, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que il peut nous donner des informations sur comment la vie a été amenée, par exemple, sur Terre, ou on le verra aussi, un autre élément qui est très important, H2O, comment l'eau a pu arriver sur Terre. Et par ailleurs, Osiris-Rex, c'est bêtement un acronyme, O-S-R-S-R, mais le premier O, c'est origine, et c'est ça l'objectif principal, ramener des échantillons pour essayer de mieux comprendre un petit peu quelle est l'histoire la plus primitive de notre système solaire. Alors, la NASA fait toujours bien les choses, donc voilà différents posters qui marquent les différentes étapes de cette mission. Vous pouvez aller les voir d'ailleurs sur Internet, c'est magnifique. Et bien sûr, je ne vais pas tout les commenter, mais simplement vous rappeler que ce qu'on a vu en préambule, donc le 8 septembre 2016, donc le lancement. Il y a l'autre étape qui a été importante, c'est l'arrivée sur Bennu, donc en 2018, presque 2 ans après. 2020, donc le 20 octobre 2020 très précisément, l'échantillonnage. Et puis la rentrée, le retour sur Terre, on est maintenant ici, et ça sera la deuxième partie de mon exposé, essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec ces échantillons, nous, bien sûr, et puis les collègues au niveau international. Osiris-Rex, c'est quand même une mission incroyable. 7 ans, plus de 6 milliards de kilomètres, et l'échantillonnage, il a été fait à 300 000 kilomètres de notre planète. Donc, vraiment des prouesses technologiques qui montrent à quelle vitesse notre civilisation avance d'un point de vue scientifique ou technologique. Alors, bien sûr, le lancement, c'est un moment très particulier. Je pense que le PI de la mission doit effectivement, vous avez raison, il doit, je ne sais pas s'il prie, mais au moins il doit se soucier. Le PI de la mission, on le voit ici, c'est Dante Lauretta. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, si vous me faites parler après, je peux vous raconter son histoire. Donc un collègue de l'Observatoire, Patrick Michel, qui est d'ailleurs le responsable de la mission Hera.
Et donc ce lancement, et c'est toujours des moments émouvants, parce que il y a un enjeu scientifique, et puis c'est être présent à un moment de l'histoire. Pour nous, l'histoire scientifique. Alors, le parcours, c'est très simple, c'est une espèce de course-poursuite, la Terre en bleu, Osiris-Rex en orange et Bennu en blanc. Donc la fusée, elle est bien sûr partie de... Merci pour la lumière, c'est mieux comme ça d'ailleurs. La fusée, elle est bien sûr partie, donc c'était une Atlas 5 qui est partie de la Terre, et le but du jeu, ça a été de rattraper Bennu, parce que, comme on va le voir... Non, après. Donc... Pendant 2 ans, il y a eu cette course-poursuite. Pendant l'encours de cette course-poursuite, il y a eu cette image qui est absolument bluffante, où on voit, donc, elle a été prise en octobre 2017, où on voit notre planète, donc on voit bien qu'elle est suspendue presque au milieu de nulle part, avec quelque chose qui est extraordinaire et qui est assez rare, de voir la Lune ici, et donc on voit à peu près la distance réelle de 390 000 km entre la Terre et la Lune. Donc ça aussi, c'est pareil, on pourrait avoir des réflexions philosophiques sur... je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est vrai que c'est des images qui sont quand même assez fortes. Alors l'arrivée sur site, je vais vite. Est-ce qu'on peut rester toujours avec la même lumière faible, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc l'arrivée sur site, donc c'est fait en 2018, en décembre 2018. Et en fait, on voit bien ici ce que ça veut dire un géocroiseur. Donc en plan ou en coupe, où en fait on voit ici l'orbite qui est presque celle de la Terre, presque. Et bien sûr qu'il y a une inclinaison qui fait qu'effectivement, quand la fusée part de la Terre, eh bien, elle doit rattraper Bennu. Les caractéristiques de cet objet ont été incroyablement surprenantes. Vous allez voir dans la prochaine diapositive. Je vais le faire et puis je reviendrai là-dessus après. Pourquoi? Parce que alors que tous les modèles s'accordaient pour dire en fait échantillonner Bennu, ça va être une partie de plaisir, ça va être très simple, on va comme du sable sur une plage, une granulométrie très fine. On s'est retrouvés, les techniciens, les ingénieurs se sont retrouvés face à un chaos. Et un chaos au sens géologique du terme. Je ne sais pas si vous connaissez le chaos de Targazone. C'est vraiment des blocs, et ce sont des blocs décamétriques. Certains sont plus grands que cette pièce ici. Donc, et en fait, de suite et immédiatement, il y a eu ce problème de dire waouh, comment on va faire pour poser la sonde et pouvoir échantillonner, puisque encore une fois, c'est l'objectif primordial. Alors, je vais revenir sur la précédente. Donc, quelque chose qui a été... la première image, ça a été ce chaos. On le voit d'ailleurs ici avec des gros blocs. Le diamètre, c'est 500 mètres de diamètre, c'est pas énorme. Et en fait, on voit ces blocs, un aspect très, très chaotique. On reconnaît aussi, si vous avez l'œil expert, on voit quelques cratères. Donc on voit des dépressions qui sont liées effectivement à des cratères. Et l'autre chose qui a été immédiate, c'est la densité de cet objet, qui est 1,1 g par centimètre cube, très peu dense, donc qui renvoie une image d'un objet extrêmement poreux. Donc on peut en parler après. Et puis le deuxième paramètre important, c'est l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant qui est vraiment très très faible, 4%. Donc en fait, on a affaire à... Ces objets sont trompeurs, là on les voit un peu gris clair, mais en fait c'est noir comme du charbon. Donc ces images-là, donc elles ont été traitées bien sûr, et en fait les différentes têtes que l'on voit sont travaillées. Tout ça c'est très noir et c'est des différences entre noir et noir. Donc cette image, elle est très intéressante. Donc, quelques images pour vous montrer la surface de ce petit corps Bennu. Donc, un chaos avec des blocs. Et on voit de suite ici, hormis le nombre de blocs et leurs dimensions, on voit de suite ici ce qu'on appelle des lithologies, des roches qui sont différentes. Alors voilà quelque chose qui est très intéressant. On avait une signature spectrale de ce corps. Là, on s'aperçoit que peut-être il y a des différences. Quelles en sont les significations? On verra ça un petit peu plus tard. Regardez celui-là. Donc, ont été dénombrés 200 blocs de plus de 10 mètres de diamètre. 10 mètres de diamètre. Et celui-là, 23 mètres. Je ne sais pas la hauteur de cette pièce, mais vous l'imaginez. Donc, des blocs qui sont vraiment assez importants.
Bref, quelque chose qui n'est pas simple. Et très vite a été posée la question de où est-ce qu'on peut se poser, où est-ce qu'on peut aller échantillonner Bennu. Et donc après 2 ans d'observation de cette surface, je passe bien sûr sur tous les détails qui ont été faits, a été décidé d'aller là où c'était le plus facile, le plus aplani. Et le plus aplani, c'est finalement quoi ? Eh bien, des fonds de cratères. Et ça, c'est le Okioi cratère qui a été décidé. Voilà la cible qui s'appelle Nightingale. Donc, c'était des noms d'oiseaux qui ont été donnés sur ces sites. Il y avait d'abord 12 sites, puis après 6, puis après 4. Et après, c'est celui-là qui a été retenu, Nightingale, avec, vous voyez, donc une configuration qui n'est pas simple pour aller attraper des échantillons. Et regardez cette petite vidéo. Elle vous montre à peu près la configuration 3D du site. Et vous voyez qu'on a OSIRIS-REx, la sonde, avec son bras qui va être en charge de récupérer les échantillons, mais surtout l'encombrement lié à ces panneaux solaires. Et donc, en fait, on voit que la manœuvre, on est à 300 000 km de la Terre. Voilà. La manœuvre n'est pas simple, et c'est vrai que ça a donné pas mal de suées et de difficultés pour les collègues qui étaient en charge de la manœuvre. Alors bien sûr, pour l'échantillonnage, tout a été répété, tout est millimétré, donc interdit d'aller au hasard. Et donc en fait, voilà, juste, j'en ai pris un. Voilà un peu la répétition avec les heures. Donc oui, je suis désolé, j'ai beaucoup de diapositives en anglais. Mais voilà à peu près les différentes étapes. Donc avec là où est la Terre, là où est le Soleil. Et puis le T0, le touch, et l'échantillonnage, on va y revenir dessus. Et vous voyez que ce qui était nominal, c'était une vitesse de 10 cm par seconde. C'est-à-dire que c'est des objets qui n'ont pas de gravité. Si on arrive trop vite, bouf, on rebondit. Et donc on perd la mission. Et donc l'idée, c'est d'arriver le plus lentement possible. Comme il n'y a pas de gravité aussi, c'est évident qu'on ne peut pas se poser. On ne peut pas se poser, ou c'est très compliqué. Il faut avoir des harpons pour se tenir associés. Donc, ce qui a été décidé, c'est de faire ce qu'on dit en bon français, touch and go. C'est on touche, on prend et on s'en va. Donc, voilà d'ailleurs l'appareil, le touch and go. Donc, j'avais mis la traduction en français, mais j'ai oublié. Donc, c'est toucher et partir après avoir échantillonné. Donc, l'échantillonnage, on l'a vu tout à l'heure, c'est sur un bras articulé. Donc il y a cette espèce de TAC-SAM, c'est son nom, où en fait, au moment du toucher à la surface, il va y avoir donc un jet d'azote qui est injecté dans la partie superficielle du sol et qui va faire ce qu'on appelle un lit fluidisé. On va mélanger les particules avec du gaz et elles vont être, entre guillemets, aspirées de telle sorte qu'elles puissent lever des clapets ici et venir se piéger dans des containers qui sont ajourés et qui vont permettre donc au gaz de sortir, mais aux particules d'être piégées. Donc ce que vous allez voir maintenant, c'est pour de vrai. C'est à 300 000 kilomètres. Millions, pardon. Ça fait 2 fois que je me reprends, 300 millions de kilomètres, où on a l'échantillonnage qui est fait par la mission. Il y a 2 images. L'ombre portée, je vais les repasser plusieurs fois, l'ombre portée de l'échantillonneur, et ici l'échantillonneur à proprement parler. Donc, ce que l'on voit, c'est la caméra qui est juste au-dessus de l'échantillonneur et qui va prendre les clichés donc à différents toutes les millisecondes et en fait pour avoir un inventaire le plus précis possible de ce qui s'est passé. Donc, on le remet. Et je vais vous demander de regarder ici. Vous voyez comme il est bien blanc. Donc il est éclairé par le soleil. Et donc en fait, à un moment donné, il devient très très sombre. Et ça a été la grande découverte au moment de l'échantillonnage, c'est de dire mais pourquoi on ne le voit plus ? Tout simplement parce qu'il s'est enfoncé et il a été masqué. Et donc en fait, la profondeur
donc, d'échantillonnage, ça a été à peu près 50 cm, 48 exactement. Alors là, ça, c'est incompréhensible pour l'instant, parce que ça veut dire qu'en fait, ce que l'on voit, c'est des espèces de rochers, ça a des formes de rochers, ça ressemble à un rocher, mais quand on le touche, c'est comme si c'était un chamallow, ou c'est comme si c'était une éponge. Donc en fait, on va avoir une porosité monstrueuse, et voilà une question scientifique qui est posée, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a l'impression d'avoir des gros blocs qui ont l'air d'être compétents, et donc durs, et apparemment donc avec des porosités extrêmement importantes. Oui, cette image, elle est aussi très intéressante. Ça a été pris, donc encore une fois, au moment de l'échantillonnage, où on voit donc la caméra s'est retournée et a permis de voir, donc à ces grandes distances, ce qu'il y avait. L'idée, c'était de regarder un petit peu, est-ce que la cueillette avait été bonne ou pas bonne. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait une fuite massive de matière. Donc on voit les petits grains là, qui s'en vont. Et donc a été décidé d'arrêter immédiatement ce processus. L'idée, c'est de ramener le plus d'échantillons possible, bien sûr, sur Terre. Et en fait, a été décidé d'arrêter cette fuite d'échantillons et de sécuriser tous les échantillons qui avaient été préalablement échantillonnés. Et en même temps, donc, dans ces missions-là, tout compte, tout est regardé, tout est analysé. Et en fait, on voit ici donc, une image qui a été saisie et qui a été une première information sur la taille des grains qu'on pourrait trouver dans le taxam, dans le conteneur qu'on va ouvrir bientôt, un petit peu plus tard dans l'exposé. Donc, en fait, voilà l'échantillonnage. Et on voit donc des particules qui vont jusqu'à 2-3 cm. 2-3 cm, pour nous, ou pour les collègues géologues, c'est des roches, hein, c'est des graves, hein, c'est des cailloutis. Ça nous donne déjà une information, c'est pas une poussière, ça nous donne déjà une information sur le type de lithologie, son homogénéité, etc. Quelque chose aussi qui a été pensé et réfléchi, c'est ça. Donc c'est juste sous le taxam, ça c'est pareil, c'est les images in situ à ces grandes distances. Eh bien, on voit ici des velcros qui ont été posés. Et pourquoi on a posé des velcros? Donc il y en a 36. Pourquoi on a posé ces velcros? C'est tout simplement pour dire, voilà le sol de Bennu. En fait, l'idée, c'était de récupérer les échantillons, les grains qui étaient vraiment sur la surface même. Pourquoi? Parce qu'on a une problématique sur ces astéroïdes qu'on appelle l'altération de l'espace. En français, c'est space weathering. Et en fait, l'idée, c'est que ce que l'on voit d'un point de vue spectral, c'est vraiment le premier millimètre. Hein, c'est les longueurs d'onde. Donc, en fait, on va avoir ici une information qui va être très dépendante de la surface de cet objet. Imaginez que cette surface de l'objet de Bennu a été modifiée par une altération de l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'altération de l'espace? C'est peut-être des micrométéorites qui vont taper et qui vont faire de la fusion. On pourrait avoir, pendant le même encours, l'énergie cinétique étant tellement élevée qu'on va avoir de l'évaporation. Si je fais de l'évaporation, comme on a des très faibles pressions ici, je vais avoir recondensation. Et donc, il peut y avoir aussi du vent solaire, avec une fluence qui est telle qu'elle va modifier les premiers microns, les premiers nanomètres des grains qui constituent la surface. Bref, tout ça pour dire qu'on va avoir une modification de la surface qui est presque pas visible pour nous, mais qui spectralement est visible et qui va changer complètement la donne. C'est-à-dire que si je vois un astéroïde qui n'est pas altéré et un astéroïde qui est altéré, leurs spectres vont être très différents et l'interprétation que j'en ferai sera bien sûr très différente. Alors voilà, donc l'idée c'était de dire on arrête tout et on récupère les échantillons que l'on a. On en voit d'ailleurs qui sortent, c'est vraiment les images qui ont été prises à ces grandes distances. Et puis on ferme ce qu'on appelle le SRC, Sample Return Capsule, c'est la capsule de retour qui va ramener les échantillons sur Terre. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de toutes ces diapositives, là il y en a 2 comme ça, mais
bien sûr, vous imaginez que pendant les 2 ans que Osiris-Rex a tourné autour de Bennu, eh bien, il y a tout un tas d'informations qui ont été captées, donc principalement des informations spectrales, donc dans différentes longueurs d'onde, etc. Donc je ne vais pas expliquer tout ça, mais tout ça nous aide, nous, à avoir une information, donc ce qu'on appelle en flyby, en temps réel, pour avoir des informations sur quelle est la nature du sol de Bennu. Et vous vous souvenez que ce qu'on voulait, c'était avoir un astéroïde très primitif, de type carboné. Eh bien, ces observations à distance, donc sur Bennu, ont confirmé tout ça, puisqu'on a vu de la matière organique, des carbonates. Les carbonates, c'est la calcite, des oxydes de fer. Et surtout, on a vu des phyllosilicates. Les phyllosilicates, je vais revenir pas mal dessus. Les phyllosilicates, c'est des argiles, où ça ressemble à ça. Des minéraux qui contiennent de l'eau. Alors, c'est pas de l'eau sous forme H2O. Quand je les secoue, ça fait pas floc-floc. Mais ils contiennent des liaisons hydroxyde OH qui, chauffées, vont dégazer H2O qui, se recondensant, peut donner effectivement de l'eau liquide. Donc en fait, on retrouve ici des choses qui sont très intéressantes parce qu'elles confirmaient la nature primitive de ce qui avait été vu spectralement à grande distance. Donc à petite distance, quand on est à proximité de Bennu, on confirme le caractère primitif. La deuxième chose qui a été époustouflante, je ne sais pas si c'est le vrai mot en anglais, mais c'est que pour la première fois, et pas vu dans nos collections de météorites, c'est des veines métriques, donc qui font à peu près 1 mètre, un peu plus d'1 mètre, avec des puissances de 20 à 10 cm de carbonate, de la calcite, du CaCO3, de la dolomite, des minéraux qu'on connaît bien sur Terre. Ici, là, il y a des craies calcaires où certains petits villages sont construits. Ils sont construits à partir de ce type de minéraux, CaCO3, la calcite, ou du calcaire. Donc, en fait, voilà quelque chose qui était très étonnant, parce que, pour tout vous dire, en fait, le fait d'observer ce type de veine, ça veut dire qu'il y a eu des circulations fluides extrêmement importantes pour fabriquer des veines qui sont de puissance 10 à 20 cm, de telle sorte qu'il n'y ait que de la calcite qui soit précipitée. Donc, ce qui veut dire que ça, c'était la preuve qu'il y avait des circulations de fluides, H2O, CO2, etc. Donc, sous quelle forme? Est-ce que c'était sous forme vapeur, sous forme liquide? On peut discuter. Mais en fait, voilà quelque chose qui était extrêmement important. Donc ça, c'est presque la fin de ma première partie. C'était Osiris-Rex. Et voilà, en rapide, donc tout ce que ça donne. Le chaos, l'échantillonnage. Hop, on rentre. Et voilà, l'entrée de la capsule sur la Terre. Tout le monde est content. C'est une mission qui coche, je vais revenir dessus, beaucoup de satisfecit. Et voilà le TACSAM avec, là c'était des échantillons virtuels. On ne va pas recommencer. Donc, ma deuxième partie, c'est bien sûr l'arrivée sur Terre de ces échantillons. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'était le 24 septembre dernier, donc c'est pas vieux. Donc, il a été décidé que, en fait, la capsule, le SRC, allait rentrer donc ce jour-là, le 24 septembre 2023, et aller dans le désert de l'Utah. Voilà ce que ça donne. Cette image, elle est impressionnante, parce qu'on voit le moment où, à 100 000 km de la Terre, donc le SRC, la capsule ici, se détache d'Osiris-Rex, et Osiris-Rex, lui, continue son chemin. Il s'en va visiter un autre astéroïde, Apophis, Apex, donc ça devient Osiris par Rex, mais Osiris Apex. Et en fait, Apophis, vous savez, c'est un astéroïde qui, le 13 novembre 2029, va être à 1/10 de la Terre, entre la Terre et la Lune. Donc on devrait le voir même de jour sur Terre. Et donc il y a une mission Ramsès, qui est pilotée aussi par un collègue de l'Observatoire, qui va suivre cet événement, donc en 2029. Mais là, pour le coup, donc on voit effectivement la capsule qu'on a vue tout à l'heure, avec ses échantillons, qui va rentrer sur Terre. Et hop, la voilà. Donc, dans le désert de l'Utah. Donc, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'on a eu d'autres missions où ça s'est mal passé, parce que les parachutes ne sont pas ouverts, etc. Et donc, ça, bien sûr, c'est catastrophique, parce qu'on a des pollutions, on perd
la primitivité. Et en fait, on va voir le parachute s'affaler. Yes. Donc, c'est arrivé sur Terre, et c'est arrivé sur Terre apparemment en bonne et due forme, puisque voilà la capsule. Donc, vous vous souvenez, sa couleur, hein, elle était beige et marron. Là, elle est plutôt noire, tout simplement parce que l'entrée atmosphérique va brûler les peintures, etc. La vitesse d'entrée est assez élevée, et en fait, on touche des températures de 1000 degrés. Ou un peu plus. Et les micrométéorites que l'on peut voir les soirs, elles rentrent à des vitesses très très élevées, des températures qui peuvent aller jusqu'à 1500 degrés, peut-être 2000 pour certaines. Donc ça c'est le PI donc, qui dans le désert de l'Utah vérifie la capsule, donc on la voit très bien, vous voyez c'est pas énorme, mais et là on s'assure que il n'y a pas eu d'intrusion de l'atmosphère, et le mot c'est que la primitivité des échantillons a été préservée, c'est-à-dire que, je vais revenir aussi sur cette notion, c'est que tels qu'ils ont été prélevés donc sur Bennu, en décembre 2020, en octobre 2020, eh bien, ils sont ici dans la capsule. Il n'y a pas eu d'évolution. Là, je fais un saut très très rapide. Donc, la capsule a été transportée dans la journée au Johnson Space Center de Houston, qui est ce qu'on appelle la Curation Facility. C'est l'endroit où sont stockés tous les échantillons extraterrestres, donc à l'heure actuelle prélevés par la NASA. Et donc, tout cet ensemble, tout ce laboratoire a été bâti spécialement pour accueillir les échantillons de Bennu. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est des boîtes à gants qui sont sous azote. Et effectivement, l'idée, c'est quand on transfère les échantillons, eh bien, on ne veut pas qu'ils soient à l'air. Pourquoi ? Parce que l'air est oxydant et il peut modifier la minéralogie de certaines phases minérales. Alors, ça a été l'ouverture. Je vais vite, hein, je ne peux pas tout détailler chronologiquement, mais en fait, ça a été l'ouverture. Et pareil, ça a été un grand ouf de soulagement, puisque, en fait, qu'est-ce qu'on voit ici ? De la poussière. Et si vous regardez bien, de ce côté-là, on a des grains. Et si vous voyez la dimension, donc c'est des grains qui font 2, 3 mm, 4 mm. Donc déjà, simplement lors de l'entrée atmosphérique, il y a eu une décélération très importante qui a dû quand même pas mal secouer les échantillons, les faire se fragiliser pour certains, les mettre en poudre ou en grains, et en fait qui montre que ça c'est tout ce qui a été sorti de l'échantillonneur qui est ici. Alors donc disais-je, ils sont sous azote. Et donc, on voit donc, les collègues du Johnson Space Center, de la Curation Facility, qui travaillent à raison de 2 heures dans cet environnement. C'est très difficile parce qu'ils sont avec les mains en l'air et bon, c'est pénible. Et vous avez suivi l'histoire, hein, c'est qu'il y a eu un problème de tournevis. C'est des missions qui sont très onéreuses. Et ils n'ont pas passé en tout, et effectivement, il y a eu un problème de tournevis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à ouvrir le capot, entre guillemets, comme il aurait fallu. Mais bref, en janvier de cette année, ils ont pu le faire, et les premiers échantillons ont été récoltés. Donc, juste un petit peu pour dire qu'est-ce qui s'est passé après. Donc, dès qu'on a pu avoir accès aux échantillons, donc ça c'est le PI de la mission, Nicole Lunin, qui est une personne qui est extrêmement importante, parce que c'est elle qui gère, qui est le PI, la principale investigateur, la responsable, on va dire comme ça, des échantillons et de leur préservation. Et voilà, donc, les premiers échantillons de Bennu tels qu'ils ont été donnés à une équipe de choc qui était en charge de faire les premières analyses de ces premiers grains, donc tout chaud ramenés de Bennu. Donc voilà ce qui nous est donné donc à notre humanité, hein, c'est ça l'idée, c'est d'avoir ramené de Bennu, donc cet astéroïde primitif, 121,6 grammes de matière, et vous voyez que certains grains sont suffisamment gros pour ressembler à, comme je le disais, des petites roches.
quand on zoome sur ces objets, alors voilà comment ils sont préservés. Ils sont préservés, on essaie de les bouger les moins possible. Donc ils sont mis dans des plateaux, donc ils sont bien sûr numérotés, répertoriés, etc. Il n'est pas question de mélanger les plateaux. Il y a tout un tas d'expériences d'optique qui sont faites. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on les regarde beaucoup plus précisément, c'est ça notre objectif, essayer de comprendre ces objets, de les faire parler. Qu'est-ce qu'ils nous disent comme information sur l'histoire très primitive de notre système solaire? Eh bien, ce que l'on voit, c'est que, premièrement, il y a de la poussière très très fine, et puis on voit des grains qui ont des fortunes diverses ou des formes diverses. Regardez par exemple celui-là, on a l'impression qu'il est un peu n'importe comment. Par contre, celui-là, on voit vraiment bien qu'il a des angles très réguliers. Alors, je ne sais pas, tout le monde a cassé des cailloux. Donc, certaines fois, quand la roche est bien dense, bien dure, eh bien, on va voir des angles qui vont être clairs. Par contre, quand la roche est plus friable, etc., eh bien, on pourrait avoir des cailloux qui ressemblent à ça. Bref, de suite, cette première observation donne à penser qu'effectivement, il y a des différences lithologiques, et voilà quelque chose qui est intéressant. Par ailleurs, quand on joue à la densité, vous vous souvenez, la densité, c'est la masse sur le volume. Donc, si on mesure la masse et si on estime le volume, on peut avoir une idée de la densité. En fait, on s'aperçoit qu'on retrouve des densités qui sont de 1 jusqu'à 2 grammes par centimètre cube. Vous vous souvenez que la densité moyenne de Vénus était 1,1. Donc, en fait, encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Autre chose qui a été très intéressant, et ça c'est les recherches qui sont en cours par ses collègues. Donc quand on regarde ces échantillons, donc j'ai gardé les noms tels qu'on les donne dans cette mission Osiris-Rex. Anmoki, ça veut dire un peu n'importe comment avec des formes en chou-fleur, on va dire ça comme ça. Eh bien, on voit d'abord qu'ils sont très sombres, très noirs. On voit qu'il y a des reflets. Donc les reflets, on sait, c'est des oxydes de fer. C'est des sulfures, des minéraux qu'on connaît bien sur Terre. Mais c'est surtout cette forme qui est, comme je le disais tout à l'heure, assez particulière. Et regardez, c'est qu'il semblerait que cette forme corresponde aussi à des formes d'objets vus sur la surface de Vénus. Cet échantillon, un peu en forme de chou-fleur, avec une surface très irrégulière, etc., avec une porosité, semble-t-il, apparente, importante. Si je reviens en arrière, hop, vous voyez qu'il y a des similitudes. Même chose pour cela. Ces échantillons, il y a Pierre Thomas là, dans la salle. Donc ici, on a l'impression presque de voir une espèce d'orgue basaltique ou une espèce de section d'orgue basaltique. Alors bien sûr, c'est absolument pas du tout la bonne explication. Mais voilà pourquoi on a ce facettage et cette régularité des cassures. Pareil, qui fait écho à ce qu'on peut voir aussi macroscopiquement. Donc vous voyez, macroscopiquement, c'est des blocs qui font plusieurs mètres, 10 mètres, etc. Et ainsi de suite. Donc voilà encore une autre lithologie très hétérogène, avec des niveaux sombres, des niveaux clairs. On peut la retrouver aussi. Voilà, un exemple. Alors, de suite, s'est mis en place donc, la fameuse... équipe du Tigre. Et en fait, ça c'est des collègues donc américains qui chacun ont des spécialités donc sur différents types d'appareillage. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est souvent des microscopies, des techniques d'interaction ou d'optique et qui permettent effectivement d'avoir un diagnostic rapide sur ces premières poussières. Là, on est vraiment sur les premières poussières. Alors pareil, je ne vais pas trop détailler. Ça, c'est ce qu'on appelle un diffractogramme de rayons X qui permet de donner des informations sur la minéralogie. Ce qui est important pour nous, c'est de regarder ça. Et en fait, on voit que quand on regarde la lithologie de Vénus, eh bien, on a beaucoup de phases hydratées, comme les serpentines, comme les argiles, par exemple. Il y a beaucoup de sulfures, comme la pyrite, par exemple. Tout le monde a entendu parler de la pyrite. Ce n'est pas tout à fait la pyrite, mais ça ressemble à ça. Des oxydes de fer,
la magnétite, ou des carbonates comme des calcites, etc. Donc ça fait une minéralogie qui est vraiment très particulière. Et si je fais l'inventaire, et c'est ça qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une minéralogie la plus exhaustive possible, et bien ce que l'on voit, c'est qu'il y a des phases majeures et il y a des phases qui sont plus rares. Alors, je ne vais pas toutes les lister, et puis vous n'êtes peut-être pas tous au fait de la minéralogie, mais ce que l'on voit, c'est une grande diversité de minéralogie. Pourquoi ces objets sont si hétérogènes? Alors, tout le monde a quelques bases quand même de physique ou de chimie, c'est-à-dire que c'est sûr que pour fabriquer, par exemple, des phases de haute température, eh bien, l'eau n'est pas stable, donc, ou elle est sous forme vapeur. Et ça ne va pas du tout avec les argiles. Donc, ça veut dire déjà qu'en faisant cette espèce d'inventaire à la Prévert de la minéralogie, eh bien, on a non seulement une diversité de phases minérales, mais vraisemblablement une diversité de conditions de formation de ces objets. Bref, que Bennu, c'est pas un morceau de granit, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus hétérogène, et qui a sûrement vécu une histoire très longue. Donc encore une fois, on verra au tout début de notre système solaire. Alors, on fait des analyses minéralogiques, on fait des analyses chimiques. Là, vous avez la classification périodique, qui sont classés des éléments les plus réfractaires, ceux qui fondent à très haute température, avec des éléments très volatiles qui s'évaporent. Tout le monde connaît le mercure. Le mercure, il serait là-bas, donc très volatile à température ambiante. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que Bennu, donc en violet, il a strictement la composition d'un type de météorite que nous, on devrait bien connaître ici dans le Gers, parce que c'est une chondrite de type CI, donc des chondrites carbonées qui ont la composition de la photosphère solaire et dont l'échantillon le plus représentatif a été échantillonné à Orgueil. Et Orgueil, c'est à côté de Montauban. C'est vraiment le département d'à côté. Et cette météorite d'Orgueil est emblématique de la composition solaire, de la primitivité, si vous voulez, de ces roches. Donc en fait, on voit à travers cette analyse chimique qu'on a affaire à vraiment quelque chose de très primitif. Vous avez par exemple d'autres météorites qui divergent, donc c'est des unités log qui divergent énormément de cette caractéristique. Donc en fait, on a encore, a posteriori, une preuve de la primitivité de Bennu. On peut faire des analyses isotopiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ou chimiques, on voit qu'il y a pas mal d'hydrogène, il y a pas mal de carbone, jusqu'à 5% poids de carbone, c'est-à-dire sur 100 grammes de Bennu, il y a 5% de carbone. Et puis après, il y a des signatures isotopiques qui vont être autant de marqueurs qui permettent de conforter ou de confronter Bennu à notre corpus de météorites. Et encore une fois, on voit que Bennu, il est très proche des CI. Vous voyez Orgueil ici. Donc très proche, et donc c'est la même famille. Et donc, même chose. Et donc là, c'est pareil, sur les isotopes de l'oxygène, on voit que Bennu est dans le champ des chondrites dites carbonées de type CI, carbonées de type Yvoulin, et pareil, un critère de primitivité. Plus fort, alors, moi je ne suis vraiment pas dans ce domaine-là, sur la matière organique, sur la chimie orga, mais en fait, voilà un des enjeux aussi de Bennu, ont été trouvés dans Bennu, dans les échantillons de Bennu, toujours par le Quick Look Team, là, le groupe du Tigre, ils ont trouvé effectivement tout un tas de différents, on parle d'habitus, de formes sous laquelle la matière organique était présente. Et c'est pas ma tasse de thé, mais en fait, on voit effectivement une richesse en matière organique qui est extrêmement importante. Et certains acides aminés ont été déjà trouvés, les acides aminés, ARN, ADN, tout le monde a ces bases-là. Et donc, voilà quelque chose qui est très, très prometteur pour la suite. Je reviens à mes carbonates parce que on a vu que quand on échantillonne Bennu, quand on a les cailloux dans les mains ou au laboratoire, eh bien on confirme effectivement ces carbonates. Donc oui, peut-être, il y avait des veines et il y avait peut-être effectivement de l'eau qui circulait en quantité. Quelque chose qui est très intéressant pour certains collègues là, qui sont au fond de la salle. Donc
dans Bennu, on a trouvé dans les graines de Bennu, on a trouvé des grains qu'on appelle présolaires. Qu'est-ce que ça veut dire présolaire? Ça veut dire que notre système solaire s'est formé à partir d'un nuage, donc de poussière et de gaz, et qui a donné naissance à Bennu, à la Terre, etc. Mais ce nuage a été ensemencé par des grains en provenance d'autres milieux stellaires lors d'événements violents, par exemple des supernovae ou des fins de vie d'étoiles, qui ont éjecté leurs grains et qui les ont peut-être fait se retrouver dans ce qui deviendra le système solaire ou peut-être les échantillons de Bennu. Et ces grains, les voilà, ce sont des grains qui sont inférieurs au micron, là vous voyez c'est un dixième de micron, et donc on a ici un grain de SiC, il faut que je me dépêche, c'est la sirène. Donc on a ici un grain de carbure de silicium, et la particularité de ces grains de silicium, c'est qu'ils n'appartiennent pas à notre système solaire, comme on le sait, par leur signature isotopique. Si j'analyse le carbone 13-12 ou 28-29 pour le silicium, ça n'a rien à voir, mais pas un peu. C'est des ordres de grandeur de différence avec ce qui constitue notre système solaire. Donc, qui montre que ces grains sont complètement exhaustifs, exotiques, et voilà aussi une source d'information intéressante, pas pour l'histoire de l'évolution de notre système solaire, mais surtout pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait autour. Donc voilà la richesse aussi de ce type d'échantillonnage. Alors, il me faut encore un petit quart d'heure là pour finir. Donc une fois que le groupe du Tigre, l'équipe du Tigre a fait son travail, les échantillons ont été partagés donc avec d'autres laboratoires qui avaient été préalablement accointés. Et donc effectivement, on a eu la chance donc, à l'Observatoire de la Côte d'Azur et un autre laboratoire aussi de Nice. Donc c'est des gens qui font de l'optoélectronique, qui n'ont rien à voir avec l'astro, mais ils ont des appareils très intéressants, je vais y revenir après. Et donc on fait partie du groupe des 8 laboratoires qui sont en charge de ces échantillons. J'ai la chance d'être le responsable, ou la responsabilité plutôt, d'être le responsable pour les échantillons européens, sachant que Londres ne fait plus partie de la communauté européenne depuis quelque temps. Donc en fait, voilà, donc c'est moi qui distribue, ou à Nice, on distribue les échantillons pour la communauté européenne. 4 laboratoires aux États-Unis, au Japon et à Perth en Australie. Et puis bien sûr le Muséum de Londres. Donc voilà. Donc c'est des échantillons qui sont précieux. Donc pour nous. Ça, c'était des instruments, des diapositives de travail. Donc, en fait, nous, on reçoit les échantillons, on les caractérise. On a différentes méthodes de caractérisation. On travaille sur les lignes de lumière, donc du synchrotron à Grenoble. On travaille aussi sur DECI, qui est à Hambourg, avec les collègues allemands. On est associé avec des collègues de Nancy qui travaillent sur les signatures isotopiques. Bref, il y a des collègues belges aussi qui sont associés. On a un consortium qui permet de caractériser ces objets, je vais le dire comme ça, sous toute leur couture. Alors, c'est des échantillons qui sont très précieux, et voilà comment ils nous ont été délivrés à Nice par M. FedEx. Alors ça, c'est une histoire qui est quand même à raconter, parce que donc, M. FedEx a l'habitude de livrer des colis dans notre laboratoire. Et là, donc, il n'a pas compris, parce qu'on était tous, peut-être une dizaine, avec des appareils photo, des caméras, etc., à l'attendre. Et donc, on a un joli film. Donc là, juste son sourire suffit. Mais dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Alors, pour la petite histoire, il paraît que le lendemain, il a été très déçu, parce qu'il n'y avait plus personne, il était tout seul à porter les cadeaux. Les colis, pardon. Alors, voilà comment ça nous a été livré. Donc, vous vous souvenez, c'est sous azote, c'était sous azote. Et bien, ici, on a un conteneur qui est pressurisé sous azote, de telle sorte que, encore une fois, les échantillons que l'on a à disposition ne voient pas l'atmosphère terrestre. Et donc, on est effectivement dans des salles blanches qui sont équipées pour. Et
On les manipule, donc ça c'est un collègue, Vincent Guigos, on les manipule donc dans des systèmes qui sont sous azote, des hôtes sous azote. Et voilà les échantillons qui nous ont été donnés par la NASA. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, 100 mg. Donc nous, on a eu, pour la communauté européenne, on va dire ça comme ça, on a 100 mg dans un premier temps. Donc, et c'est sur ces 100 mg qu'on a fait nos premières caractérisations. Les 8 laboratoires, donc chacun a reçu 100 mg, et chacun avec sa spécialité a fait avancer un peu la connaissance sur ces échantillons de Bennu. C'est ce que je vais essayer de vous faire passer dans le temps qui me reste. Donc les voilà, donc on retrouve des petits échantillons très sombres. Il y en a quelques-uns qui sont très clairs, donc voilà. Et puis on retrouve toujours cette brillance qui est cette réflexion qui est liée à des sulfures le plus souvent. Donc tout est extrêmement archivé. Donc chaque fois qu'on prend un alicote, il a un nom comme ça à coucher dehors, mais tout ça c'est bien sûr pour une traçabilité absolue de ces échantillons. Comment on les prépare? Donc voilà, je ne vais pas passer mon temps là-dessus, mais on les manipule avec des binoculaires très sophistiqués, et puis on peut les positionner directement sur des scotch. Alors cette fois, ils sont à l'air, hein, donc là, c'est ceux qu'on manipule, mais ceux qui sont dans la haute, ils sont toujours avec les caractéristiques premières. Soit on les manipule comme ça, en 3D, soit on les tronçonne pour les regarder en section. Voilà ce que ça donne en 3D. Donc vous voyez un grain de Bennu, pas très gros, hein, donc ça fait 1 mm. Et en fait, donc ça c'est du microscope électronique à balayage, où en fait la couleur vaut composition chimique. Quand c'est très blanc, c'est très lourd dans la classification périodique. Donc on voit que tout ce qui est blanc en gros, c'est du fer, ou c'est très riche en fer. Et donc là on voit des sulfures de fer. Ça c'est la même image, hein. On a grossi là-dessus. Et vous voyez, là, on a 10 microns, c'est-à-dire qu'on est capable de résoudre des grains. C'est des microscopes très, très sophistiqués qui permettent d'avoir des résolutions bien inférieures au micron. Donc là, si vous connaissez un peu de la minéralogie, un sulfure de fer, une apatite, une dolomite et des magnétites. Donc voilà, première observation. Je ne rentre pas dans le détail. On peut avoir des images absolument belles. Donc ici, vous avez, c'est pas des œufs, hein, c'est des petits cristaux d'oxyde de fer, donc avec dans un feutrage de serpentine ici, et donc on appelle ça des framboïdes. Donc ça ressemble à des framboises, bien sûr. Et puis toute une panoplie d'observations qu'on peut faire. Donc ça, c'est des oxydes de fer. Donc on voit les petites billes là avec une qui a été sectionnée, qui était plus grosse, donc avec une cristallisation radiale. Ici on voit des choses qui sont très facetées. Ici on a l'impression, ou là, on a l'impression de voir des petits radiateurs. Et puis ici on voit des choses qui sont très poreuses. Voilà les échantillons sur lesquels on travaille et on essaie de les faire parler pour qu'ils nous racontent leur histoire, hein, comment ils se sont formés, etc. Alors on peut avoir aussi accès à ce qu'on appelle du 3D, donc voilà un grain, et donc là on va, donc c'est de la tomographie de rayons X, qui a un contraste de densité qui permet d'imager, donc vous allez voir, de reconstituer l'image, et de regarder les minéraux denses. Là c'était des sulfures de fer, vous allez les voir apparaître, les sulfures de fer, voilà. Voilà les petits minéraux qui étaient positionnés, est-ce qu'ils sont orientés, est-ce qu'ils ne sont pas orientés, est-ce que c'est voilà, quel type de minéraux denses, etc. Tout ça, ce sont des informations que l'on récupère pour bien sûr avoir le plus d'informations. Donc pour Nice, pour nous à Nice, donc on a été accointé entre guillemets par la NASA pour cette compétence qui s'appelle la cathodoluminescence haute résolution. Voilà mes collègues, Vincent Guigos, un postdoc, Marc Portail qui est un chercheur CNRS, et puis voilà le microscope, et ici on a le détecteur de cathodoluminescence. Je ne vais pas faire un cours, hein, c'est très simple, c'est que en fait quand on bombarde des minéraux avec un faisceau électronique à une forte intensité, eh bien on va avoir donc les électrons de valence qui vont monter sur une bande de plus haute énergie de conduction, et quand ils vont revenir à la normale,
donc après l'excitation, eh bien, en revenant à la normale, ils vont émettre de l'énergie sous forme de photons. Et ces photons ont la bonne idée d'être dans les gammes d'ultraviolets, de visibles ou de proches infrarouges. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la lumière, elle serait visible. Si je suis, par exemple, ici, ma luminescence, elle va me donner une couleur violette. Ou si je suis là, elle va me donner une couleur orange, ou le minéral va devenir orange, etc. Donc, voilà ce qu'on utilise, qui nous permet d'avoir une information plus sophistiquée sur ces minéraux. Donc, voilà les grains que l'on utilise, que l'on regarde. Donc, ça, c'est bêtement, entre guillemets, du microscope électronique, donc où on voit un grain de bénu. Donc, vous voyez, celui-là, il est pas mal, il fait 1,5 millimètre. Et ce que l'on voit, donc, c'est la dominante, c'est vert. Pourquoi c'est vert? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de magnésium, beaucoup de silicium. Et ça, ce sont des serpentines. C'est la matrice, vous vous souvenez, 80% de minéraux hydratés. Voilà, tout ce qui est vert ici, vert pas très joli. Là. Ici, on dit cacadois. Donc, tout ça, c'est de la matrice phyllosilicatée hydratée. En rose, on voit les sulfures de fer. En bleu ou vert pastel, on voit les oxydes de fer. Ça, c'est les sulfures de fer. Ça, c'est des oxydes de fer, par exemple, Fe2O3. Et ce que l'on voit très bien ici, c'est ce vert plus soutenu ici. Ça, c'est les carbonates. La dolomite par exemple, ou la calcite. Et ici, on voit des petits minéraux. Donc celui-là, là, il est très vert aussi, il faudrait qu'on change les couleurs. Celui-là, là, il est très très vert, c'est des olivines. Donc ça, c'est des minéraux de très haute température qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc ça veut dire que c'est un grain hérité. Le vocabulaire, c'est un espèce de grain détritique qui a été récupéré comme ça. Et puis, on peut faire ici un magnifique phosphate, etc. Donc voilà comment on travaille. Vous voyez la quantité de minéraux, donc on ne va pas tous les regarder après les autres, mais en fait on va essayer de dégager des tendances, des minéralogies, etc. Voilà une autre façon de voir les choses. Donc là on a sélectionné que 2 éléments, le calcium et le magnésium. Donc en fait on voit encore une fois une pâte qui est très riche en magnésium, et le calcium il est orange, le calcium, là, donc ces couleurs sont fausses. Donc voilà la dolomite, CaMg, CO3 2 fois. Et ici, on a des carbonates qui sont très magnésiens, qui contiennent plus de calcium. Bref, voilà comment on fonctionne. On va regarder les minéraux et essayer de les faire parler. Comment on les fait parler? Ça n'est un autre, pardon. Voilà des magnifiques petites calcites. Donc ça, c'est CaCO3, les craies calcaires du Gers sont faits avec ce type de minéraux. Donc, et pareil, on voit des petites géodes, etc. Donc très intéressant pour nous. Donc voilà pour la cathodoluminescence. Donc voilà un minéral ici, donc que l'on voit pareil en fausse couleur. Donc ça, c'est l'image du calcium. Et on voit ici un carbonate. Donc voilà tel qu'on le voit, donc avec les méthodes classiques. Donc ça, c'est un carbonate. Donc les méthodes classiques, tous les collègues le voient homogène. Donc si un minéral est homogène, on peut dire, bon ben voilà, il a cristallisé en un coup, ça s'est fait avec telle condition, telle valeur de température, etc., de composition de fluide. Par contre, regardez bien, vous êtes prêts? Ça, c'est la cathodoluminescence. Donc en fait, on voit quelque chose qui n'a rien à voir, c'est plus du tout la même image. Ça et ça. Et en fait, je vais vous aider. Donc, on voit ici des dolomites, des minéraux. Mais en fait, ce que l'on voit surtout, c'est que on voit que ce grain n'a pas poussé en un coup, mais il a poussé en plusieurs coups, si je peux me permettre. Donc, il y a eu une phase 1, puis une phase de croissance 2, puis une phase de croissance 3, puis 4, puis 5. Alors, tout ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que si un fluide a précipité, s'il y avait un fluide dans ce corps parent de Bénu, eh bien, nécessairement, il a évolué en composition. Pourquoi il a évolué en composition? Pourquoi on a ces à-coups de cristallisation? Voilà quelque chose qui est très intéressant. Et c'est juste pour vous montrer comment on fait pour travailler. Parce que tout ça, ça nous donne des informations sur les conditions d'altération, sur la vitesse de croissance, sur les signatures isotopiques, sur l'âge. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais on est capable de dater
de dater ces épisodes de croissance. Il y a certains isotopes qu'on appelle des isotopes courte période, qui sont radioactifs et dont la période de décroissance radioactive est très courte, comme le manganèse 53 qui décroît en chrome 53. La période de demi-vie, c'est 3,7 millions d'années. Donc, ce qui veut dire que si je vois des excès de chrome 53, ça veut dire que ces objets se sont formés à différentes périodes au prorata de la quantité de chrome 53 résiduel. Donc, ce faisant, on est capable de voir si le chronomètre est dans le bon timing, si en fait le cœur est synchrone de la périphérie, par exemple. Donc, voilà des choses qui, c'est plus une façon de raisonner, de vous montrer comment on fonctionne. Mais voilà quelque chose qui est très intéressant. Donc non seulement on peut avoir de la chimie, on peut avoir des conditions intensives, pression, température, etc. Mais on peut aussi avoir du temps. Et le temps, c'est important. Donc ça, c'est la cathodoluminescence. Et en fait, vous regardez juste cette partie-là, là. Nous, en fait, ce qu'on fait par le truchement de la thermodynamique, on fait simplement un transfert et on transforme les compositions en paramètres, pression, température, qu'on va proposer à nos collègues astrophysiciens pour voir voilà, si c'était possible ou pas, etc. Donc voilà un peu le cheminement des idées. Tout ça, c'est pour essayer de mieux comprendre un peu les conditions de formation des minéraux propres à Bennu. Alors je vais passer là-dessus, mais là c'est pareil, on voit des choses très compliquées. Voilà, une belle image aussi. Vous voyez, là, on est tout petit, là. Hein, donc, et là, on voit des belles calcites, on voit une porosité. Ça, c'est une porosité qui a 4,6 milliards d'années. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui s'est formé au moment où Bennu s'est formé. Donc là, on a voilà, une porosité, on parlait tout à l'heure de densité. On a vraiment des informations. Là, on voit la serpentine qui ferme. Qui ferme la porosité. Voilà des choses qui sont très intéressantes et on peut faire encore de la cathodoluminescence. Je passe là-dessus. Donc voilà, de façon très schématique, comment on peut raisonner, c'est qu'on peut avoir une espèce de chronologie relative, de dire voilà, le minéral A, il a précédé le minéral B, et ça, c'est une information qu'on va pouvoir utiliser pour essayer de comprendre un peu comment le corps s'est formé, etc. Alors, juste pour vous montrer qu'on n'a pas uniquement que ces phases tardives, on a par exemple, ça c'est des fausses couleurs aussi, où on a des minéraux qui sont formés à haute température. On appelle ça des olivines, hein, c'est des péridots, donc Mg2SiO4, là ils ne contiennent absolument pas de fer. Et ceux-là, donc, ils sont dans une matrice argileuse qui s'est formée. Là, les modèles donnent des températures de 35 degrés pour fabriquer tout ça. Hein. Quasiment la température ambiante. Ceux-là, c'est pas possible. Hein. Ceux-là, on est au moins à des températures supérieures à 1000, 1500 degrés pour les former. Donc, en fait, il faut expliquer pourquoi il y a ce type de minéraux. Voilà quelque chose qui est intéressant. Quand on regarde aussi, je vous fais un inventaire de ce qu'on a vu. Quand on regarde les grains eux-mêmes, eh bien, on s'aperçoit que certains contiennent des inclusions. On parle de clastes, hein, c'est de petits grains dans des grains, comme si c'était des poupées russes. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des grains dans des grains de des grains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça laisse à penser que l'histoire de Bennu, elle ne s'est pas faite en un coup, mais il y a eu plusieurs épisodes qui ont prévalu pour la formation du corps. Celui-là, il est quand même incroyable. Hein, c'est Brigitte Zanda, je ne sais plus où elle est, qui s'en faisait écho hier au téléphone, où en fait ce collègue, là, Lindsay Keller, donc il a vu sur les velcro, il a vu un petit grain, et ce petit grain, on voit que ici, il y a une espèce de, comme si c'était du caramel, ou c'est fondu. Eh bien, en fait, ça, c'est tout simplement un témoignage d'un impact de micrométéorites sur un petit grain. Donc, voilà une information aussi qui est très intéressante. Tout ça pour dire, et j'arrive à la fin de mon exposé, tout ça pour dire que, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Voilà Bennu tel qu'on l'a observé. Bien sûr, l'observation de Bennu ne correspond pas du tout à comment il s'est formé et quand il s'est formé. Ce que l'on voit ici, c'est tout simplement des épisodes de concassage, je vais le dire avec du vocabulaire simple, de fragmentation de gros blocs qui ont été réassemblés
pour former le corps lui-même. Donc ce qui veut dire que ce que l'on voit là, c'est une histoire très récente. Ici, vous avez une espèce de ligne de temps où nous, on est là, et le début du système solaire, c'était là, il y a 4,6 milliards d'années. Eh bien, ce que l'on voit ici, ça traduit tout simplement une histoire très récente de Bennu. Alors, il faudra déterminer où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est très très récente ou est-ce qu'elle est un peu plus ancienne? Et pour faire de la fragmentation, il n'y a pas 36 000 possibilités, c'est nécessairement lié à des impacts violents. Et donc, on voit que Bennu est le résultat de collisions. Donc, ce qui veut dire impact, ça veut dire dynamique. Ça veut dire qu'il y a une dynamique dans le système solaire qui va faire, comme un jeu de boules, se télescoper ces astéroïdes et éventuellement les fracturer ou les fragmenter. Donc, ça, c'est l'histoire de Bennu, mais c'est l'histoire la plus récente. Nous, par contre, ce que l'on fait, on regarde les blocs eux-mêmes. Et donc, ces blocs, eux, ou l'intérieur de ces blocs. Et ils nous donnent une information sur ce qu'on appelle le corps parent, l'ancêtre de Bennu. Et on essaie de remonter comme ça au plus loin où l'on peut, avec les outils ou avec ce qui nous est donné, pour essayer de comprendre quel était le progéniteur, quel était le parent de Bennu. Alors, on peut se poser la question, très juste, de dire est-ce qu'il y a un seul parent ou est-ce qu'il y a plusieurs parents qui ont alimenté Bennu? Voilà une bonne question. Et ainsi de suite. Et l'idée, c'est d'essayer de remonter dans ce timeline pour savoir jusqu'où on va remonter. Est-ce qu'on va remonter au tout début du système solaire? On sait déjà que oui. Et que les blocs que l'on a analysés ou qu'on est en train d'analyser, ils donnent des informations sur ce qu'on appelle la période du disque, le moment où les premiers objets se forment dans le système solaire. On quitte le nuage de gaz et de poussière, commence à condenser, commence à former des premiers objets. Et à ce moment-là, donc, on va avoir la formation du corps parent de Bennu. Alors, ce qu'on essaie maintenant encore plus de préciser, c'est quelle était l'histoire à l'intérieur de ce corps parent, puisqu'on a vu qu'il y avait des fluides, comment ils circulaient, est-ce que c'était des autoroutes, ou est-ce que c'était des veines très petites qui percolaient, est-ce que par exemple c'était un gaz qui percolait à travers une porosité et qui, au prorata des gammes de pression ou de température, condensait sur les surfaces, comme sur nos vitres l'hiver, et donc à ce moment-là avoir une altération qui permettrait de rendre compte de cette... Donc voilà le travail que nous faisons. C'est bien sûr, quand je dis nous, c'est la communauté scientifique, pas que nationale, mais internationale, et essayer de comprendre un petit peu quels sont... qu'est-ce que ces objets nous rendent compte sur quoi? Eh bien, donc on revient, on reboucle. C'est que là maintenant, donc, on a des objets qu'on a récupérés sur Terre et en fait qui nous permettent de remonter donc à ces stades. Et donc l'idée, c'est d'essayer de revenir sur ces stades les plus primordiaux pour dire en fait voilà quelles étaient les conditions, quelle était par exemple la nature du gaz. Est-ce qu'on a vu qu'il y avait des grains présolaires, donc ces grains présolaires n'ont pas été transformés puisqu'on les voit jusqu'ici. Comment des grains présolaires ont pu être préservés, etc., etc. Bref, on essaie de remonter le temps, de faire pas de l'archéologie galactique, mais de l'archéologie du système solaire. Alors, je ne peux pas finir cet exposé sans parler du petit frère de Bennu. Et le petit frère de Bennu, il s'appelle Ryugu. Et en fait, vous avez peut-être déjà suivi que, voilà, Ryugu, il est plus gros. Il fait 1 km de diamètre à peu près. Et donc, la mission JAXA Hayabusa 2 a ramené aussi des échantillons. On voit qu'ils sont en plus petite quantité. Il y a 5 grammes qui ont été ramenés de cet astéroïde, Ryugu. Et vous voyez que la forme... Je ne vais pas refaire un exposé, mais les échantillons sont très voisins de Bennu. Et donc se posent des questions sur est-ce qu'il y a une parentèle, est-ce qu'il y a une origine commune entre Ryugu et Bennu. Et voilà, ça ouvre aussi des conjectures, ou ça ouvre aussi des questionnements très très intéressants dans notre communauté. Juste pour comprendre, c'est que si ça ressemble à Orgueil, c'est des météorites qui sont très rares. Je pense qu'il y en a 6 qui sont à l'heure actuellement disponibles dans toute la communauté scientifique sur Terre. Or, on va 2 fois chercher des astéroïdes et on tombe 2 fois
sur des corps qui ont cette composition. Donc on peut se poser raisonnablement la question de savoir si ces astéroïdes, quand ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, ils ne se désagrègent pas, et en fait on en perd la trace. C'est très rare d'avoir des blocs, une météorite constituée, bien préservée. Donc voilà des questions qui sont très très intéressantes pour la communauté, et essayer de percer encore une fois les messages de ces temps très, très anciens, qui sont ceux qui, je vous rappelle, ont formé les briques à partir desquelles nos planètes se sont formées. Il y a bien sûr le questionnement final, donc je suis désolé, c'est en anglais aussi, mais le questionnement final, donc c'est quel est l'environnement astrophysique de notre système solaire, pourquoi notre système solaire s'est formé, quelle est l'évolution du matériel donc, qui a présidé au tout début de la formation du système solaire. Ça fait référence aux nuages froids de gaz et de poussière. Quelles sont les propriétés physiques qui servent de briques pour nos planètes telluriques, par exemple. Et puis après, et tout le monde l'a compris, en filigrane de tout ça, je n'ai pas trop insisté, mais c'est bien sûr la quête de d'où viennent les volatiles. Le questionnement, c'est de dire, on voit beaucoup d'eau sur Terre, d'où vient-elle? Est-ce que c'est une eau qui provient de l'intérieur de la Terre par le dégazage volcanique? Donc à ce moment-là, on aurait une origine qui serait interne, endogène. Ou est-ce que cette eau a été apportée, comme on le pensait il y a quelques années, par des comètes? Là maintenant, il y a des signatures de l'eau, de ces corps très hydratés, qui pourraient ressembler à l'eau de nos océans. Et donc ça ouvre la porte à dire, peut-être c'est pas que des comètes, mais il y a aussi des astéroïdes, comme je viens de vous présenter, qui peuvent être aussi, qui peuvent injecter de l'eau dans notre planète. Donc voilà un questionnement important. Pourquoi l'eau est importante? Parce qu'elle est aussi nécessaire pour la matière organique. Et pareil, même question, comment se fait-il que dans les immensités de notre système solaire, on ait pu avoir une chimie prébiotique avec des macromolécules qui se sont formées? Quelles sont les conditions? Où est-ce que ça s'est formé? Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est systématique? Donc ça renvoie encore une fois à ces questions de panspermie. Est-ce que la vie est arrivée de l'extérieur, ou est-ce qu'elle a été tout simplement née de notre planète? Je crois que j'ai fini, et merci beaucoup pour votre attention.